nous sommes rendus au dessert, si on veut, du menu de la matinée, donc une table ronde fort attendue. Pour rappel, l'objectif central du projet Partant, c'est d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail des migrants sous statut d'immigration temporaire dans la région de Québec. Et ceci grâce à la production de connaissances empiriques, mais aussi par la mise en commun des expertises et des ressources entre les membres partenaires du projet. Le rapport qui nous a été présenté ce matin a vraiment bien montré le rôle crucial que jouent les intervenants tiers, si on veut, dans le processus de demande d'un permis ouvert pour les travailleurs étrangers temporaires vulnérables qui sont victimes de violences ou d'abus. On a vu que les intervenants tiers sont souvent des organismes communautaires, ça a été bien montré, mais aussi des bureaux de circonscription. Donc, on va voir plus en détail à l'instant que ces organismes-là jouent effectivement un rôle qui est essentiel dans le processus administratif, juridique, politique et d'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs temporaires. Nous avons la chance donc de terminer la matinée avec 3 partenaires du projet Partant qui vont nous partager justement leur expérience de travail auprès des travailleurs migrants temporaires. Ils vont pouvoir nous partager leur expérience à propos des besoins que les travailleurs migrants temporaires leur expriment avant, pendant et à la suite du processus de demande de permis de travail ouvert, mais aussi de façon un peu plus générale les besoins en lien avec les permis de travail fermés ou ouverts ou sectoriels. On en comprend un peu plus des détails. Donc, ils vont nous faire part de leurs actions, de leurs initiatives, de leurs tentatives de briser ce continuum de précarité qui est induit par les permis de travail fermés en particulier, et afin aussi de couper court, si on veut, aux nouvelles vulnérabilités qui surviennent dans ce processus de passage d'un permis de travail à un autre. Alors, je vous présente rapidement les intervenants que nous avons à la table ronde. Elles vont s'exprimer dans une première partie. On va prendre environ une trentaine de minutes pour leur donner la parole successivement. Et par la suite, on pourra interagir et vous pourrez y aller de vos questionnements auprès d'eux. Alors, nous avons les premiers interlocuteurs, je vais tous les présenter, mais ce seront d'abord Samuel Seri et Fernand Ouellette. Samuel Seri est chargé de projet en immigration chez Accès Travail Portneuf depuis 1 an et demi. Il a d'abord été chargé du mandat Ici Santé pour accompagner les personnes migrantes dans leurs besoins en matière de soins de santé. Et depuis 2023, il accompagne les travailleurs étrangers temporaires agricoles et à bas salaire de la MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier. Fernand Ouellette, son collègue, il est aussi donc chargé de projet en immigration au même organisme depuis 2020. Il était au début chargé du mandat Programme Mobilisation Diversité. Depuis 2021, il travaille principalement sur le mandat des programmes de soutien aux travailleurs migrants. Il accompagne les travailleurs étrangers temporaires agricoles et à bas salaire également de la MRC donc de Portneuf et de la Jacques-Cartier. Nous aurons ensuite Mme Claudine Boucher. Elle est diplômée en sciences politiques ici à l'Université Laval. Depuis 2017, elle est adjointe de circonscription spécialisée en immigration au bureau du député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lacbande. Elle sera donc notre seconde interlocutrice. Et pour terminer, Maxime Thibault-Leblanc. Il est responsable à la recherche et aux revendications au RACMAC, le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs agricoles migrants du Québec. Il est également titulaire d'une maîtrise en sociologie réalisée à l'UQAM qui portait sur le travail migrant temporaire dans le secteur des pêches. Alors voilà, sans vous prendre plus de temps de parole, je vais accorder la parole à Samuel Seri et à Fernand. Donc à Fernand qui va prendre la parole dans un premier temps. Je vais jeter un œil à mon téléphone pour contrôler le temps uniquement, donc je vous avise quand c'est pour reste 2 minutes.
Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour ce qui est du rôle de notre organisme envers les travailleurs agricoles et bosseurs, donc c'est d'abord un rôle d'information sur les droits des travailleurs. Et par la suite, on agit surtout aussi dans les cas de situation d'abus comme référencement. Donc, on n'est pas un organisme qui directement va s'occuper des POTV, mais plutôt de référencement. Et notre partenaire dans ce cas-ci, c'est effectivement le RATMAC. Donc, on référence vers le RATMAC. Ensuite, on fait aussi de l'accompagnement. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement, je parle de l'accompagnement principalement pour la recherche d'emploi. On va les accompagner à ce moment-là. La relation avec le futur employeur, donc demande d'entrevue, interprétariat. Donc, souvent, comme les travailleurs sont de langue espagnole, ils auront besoin d'aide pour ces entrevues de travail. Et aussi, on travaille sur le transport, donc la mobilité de ces travailleurs-là qui auront besoin d'aide. On travaille sur la recherche de logement aussi, et puis finalement pour le soutien santé mentale et physique. Donc, dans cet aspect-là, on a une ligne d'écoute pour les têtes avec le CAFLA, le Centre d'aide aux familles latino-américaines, qui donne un bon soutien en matière de santé mentale. Nous communiquons aussi avec des informations sur les ressources d'aide alimentaire disponibles dans la région. Et puis, avec Immigrants Québec, nous avons accès à un fonds d'urgence pour les travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent dans une situation d'abus. Donc, les fonds d'urgence prévoient de l'aide financière pour une période d'environ 3 mois en ce qui a trait au loyer, à l'aide alimentaire, au téléphone, ainsi qu'aux frais de déplacement. Alors, bien sûr, il y a des conditions à respecter pour pouvoir profiter de cette aide en particulier-là. En ce qui a trait aux observations sur l'importance de la collaboration entre les organismes, nous n'avons pas eu beaucoup de cas d'abus dans notre région. On en a eu quelques-uns en tout début, quand j'ai commencé en 2021 avec les travailleurs agricoles, mais nous avons observé que la collaboration avec les organisations est d'une très grande importance et même essentielle. Les travailleurs qui se trouvent en situation d'abus sont très fragiles et vulnérables, donc les besoins sont immenses. Nous avons collaboré à quelques reprises avec le RATMAC et l'expérience a été excellente. En collaborant avec le RATMAC, nous gagnons en efficacité puisque cet organisme est beaucoup mieux outillé que nous-mêmes, ATP, pour ce type d'intervention. Cette collaboration est d'ailleurs dans les deux sens, c'est-à-dire que les travailleurs aussi ont besoin d'accompagnement durant la démarche et ensuite, quand ils ont obtenu leur permis de vert, ils ont aussi besoin, bien entendu, d'accompagnement. J'ai parlé déjà du CAFLA, donc ce que je pourrais ajouter, on les soutient aussi on a un département de recherche d'emploi chez Accès Travail Portneuf. Donc, on travaille, si c'est nécessaire, à la production d'un CV, de curriculum vitae, et donc aussi de la recherche d'emploi. Voilà. C'est bien. Merci Fernand. Ben, je vais continuer. Je vais vous parler des conséquences du processus du passage d'un permis fermé à un permis ouvert en cas d'abus sur notre travail, sur les liens qu'on a avec les employeurs et aussi sur la communauté des travailleurs. Ben, je dirais que d'abord, quand on trouve un travailleur qui est dans une situation d'abus, on l'aide d'abord pour ramasser comme les preuves, comme on a vu avant. Et pour nous, comme organisme, ça représente beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de besoins et il faut être rapide parce que le travailleur il est dans une situation d'extrême vulnérabilité et il a besoin de soutien psychologique, comme on a vu avant, recherche d'un futur employeur, recherche de logement. Alors, nous, de notre côté, c'est beaucoup de travail, on est là pour les aider, mais c'est vrai qu'on peut passer comme des journées complètes à accompagner comme les travailleurs. Sur les liens avec l'employeur, ben, nous, comme organisme, on essaie toujours de collaborer avec les employeurs parce qu'on sait qu'ils font partie comme un peu de l'équation. D'habitude, on a comme des bonnes relations avec les employeurs, on essaie comme de les informer de l'importance comme des travailleurs et de les sensibiliser. C'est un travail qu'on fait comme toute l'année. On pense que c'est important. Ben, c'est sûr que quand on aide un travailleur à sortir comme dans une situation d'abus, la relation avec l'employeur est finie. Mais en même temps, je dirais que
cette situation-là aide, mettons, les fermes voisines à se rendre compte qu'il y a, comme, mettons, une sorte de police qu'on est là un peu pour vérifier si les situations, si les droits des travailleurs sont respectés. Et je dirais aussi qu'il y a un peu une prise de conscience de l'employeur comment on pourrait dire, de se rendre compte de l'importance de respecter comme ces travailleurs. Pour les travailleurs, ces victimes d'abus, avoir un permis de travail ouvert, ce n'est pas la solution parfaite, mais je dirais que pour les situations qu'on a eues, les travailleurs d'habitude terminent la transition, même si la transition, effectivement, elle est difficile, il est comme dans une situation de précarité comme extrême, mais ça termine toujours, au moins pour l'expérience qu'on a eue, avec un travail qui est mieux rémunéré avec des conditions de travail meilleures. Les travailleurs d'habitude, il est très reconnaissant vers nous parce qu'on l'a aidé comme à sortir d'une situation d'abus. Ça nous aide aussi pour développer comme une bonne relation et rester en contact pour la suite. Et je dirais pour la communauté des travailleurs, c'est un peu comme un message d'espoir parce qu'ils savent qu'il y a comme une porte de sortie, qu'ils ne sont pas pris comme dans cette situation-là, et aussi comme c'est une porte, je dirais, de sortie comme légale, parce qu'on a vu comme aussi des cas que des travailleurs dans une situation d'abus, ils vont comme fuir aux États-Unis ou dans une autre ferme de façon illégale. Aussi cette année on a accompagné comme un travailleur, lui ça fait 14 ans qu'il revenait comme à chaque année, alors il avait comme un parcours je dirais très linéaire, mais cette année il avait changé de ferme, il était victime d'un abus et il s'est retrouvé comme ici illégalement. Après il avait aussi des complications, il avait perdu comme son permis de conduire pour des capacités affaiblies. Il n'était pas comme il avait comme on a dit avant une méconnaissance des organismes communautaires, des services offerts. Il s'est laissé, il est resté ici illégalement, il ne savait pas quoi faire et finalement il a décidé comme d'aller aux États-Unis et c'est mal passé et il allait en carcère et il était renvoyé comme au Guatemala. Alors ça nous montre un peu comment c'est même un parcours très linéaire quand il y a comme un choc, une situation d'abus, les travailleurs ils se retrouvent comme je dirais dans une situation comme d'extrême vulnérabilité. Ça pourrait terminer comme dans ces cas-là qu'on a vu avec une situation dramatique, je dirais. Les services qu'on offre comme un organisme après l'obtention d'un permis de travail ouvert, c'est toujours c'est la recherche de logement, je dirais, c'est la principale, aussi avec la recherche d'emploi. Pour les logements, on a vu qu'il y a quand même une bonne solidarité entre les travailleurs. Et toujours, il y a quelqu'un qui essaie d'aider comme l'ami ou les collègues pour trouver comme une place chez lui ou chez la famille, chez quelqu'un. Et on offre aussi tous les services qu'on offre aux autres travailleurs, ça veut dire l'accompagnement en santé, comme Fernand disait avant, transport, interprétariat, traduction, l'accès à des services juridiques et après tous les services qu'on offre aussi comme déclaration d'emploi, prestation parentale, retraite. On organise aussi des activités, ça aide toujours l'intégration des travailleurs, c'est des services toujours à disposition pour les travailleurs. Aussi, comme vous avez montré avant, on donne l'information qu'il faut renouveler le permis de travail ouvert à un moment donné. Alors, on le dit tout de suite qu'il faut comme rechercher peut-être un autre employeur et commencer comme à faire les démarches, parce qu'après peut-être les 6 mois ou un an de permis de travail ouvert, il faut trouver comme un employeur avec un autre MT, permis de travail fermé. Et je voudrais aussi souligner que, comme on avait vu comme des résultats, il y a comme des travailleurs qui arrivent à faire la demande d'un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables de façon autonome. Et comme Daniel disait comme au début, souvent ça se passe aussi qu'il y a la même situation qu'A, qu'B, qu'A il a comme son permis, qu'B il a comme un échec. Ça on l'a vu nous aussi. Après, je sais pas la raison, peut-être c'est la qualité d'information qu'ils vont mettre comme dans les dossiers. Là, on n'a pas beaucoup des informations, mais je dirais que les résultats que vous avez présentés aujourd'hui, c'est la réflexion de la réalité qu'on voit sur le terrain.
Merci beaucoup, en exactement 10 minutes. Alors, je vais immédiatement donner la parole à Mme Boucher. Merci. Bonjour. Donc oui, je suis là pour vous parler du travail des bureaux de circonscription dans le cas des personnes vulnérables qui cherchent à obtenir un permis de travail ouvert. J'aimerais commencer en disant que le rôle des bureaux de circonscription est un petit peu à mi-chemin entre... C'est sûr qu'on relève de la Chambre des communes, donc on est vraiment gouvernemental, mais en même temps, on a un contact direct avec les gens. Donc, ça fait qu'on est un petit peu à mi-chemin entre le gouvernement et les organismes communautaires, comme ces messieurs. Donc, on a un petit peu un rôle d'intermédiaire dans tout le système. Je vous ai préparé un petit PowerPoint vraiment tout petit. Donc, j'ai mis les principaux points. C'est sûr que le bureau de député va beaucoup aussi définir son propre rôle par... C'est le député lui-même, en fait, qui va déterminer ça va être quoi exactement les orientations qu'il va donner à son équipe. Donc, ça aussi, ça va faire en sorte que d'un bureau à l'autre, le service qui est offert peut différer. Donc, aujourd'hui, je parle vraiment spécifiquement du bureau de Louis Hébert, qui est celui où je travaille. Donc, le premier rôle des adjoints, c'est vraiment d'accueillir et d'écouter les personnes qui viennent nous voir. Généralement, ce sont des personnes extrêmement vulnérables. Puis là, je parle en général, je parle pas seulement pour les travailleurs. C'est rare que la personne va aller cogner chez son député comme premier recours. Généralement, on est plutôt, je dirais, le dernier ou l'avant-dernier recours là, dans la plupart des situations. Donc, c'est sûr que de recevoir le récit de cette personne-là, c'est quoi son parcours, c'est notre première tâche dans le fond. Puis après, c'est de voir c'est où, dans ce récit-là, où est-ce qu'il y a des intersections avec le gouvernement fédéral, où est-ce qu'on peut intervenir dans le cas de la personne pour essayer de l'aider finalement à améliorer sa situation. Donc, ça veut dire aussi parfois informer la personne évidemment sur la façon dont la loi fonctionne, la façon dont les programmes fonctionnent. Je l'ai bien mis en gros, là, on ne donne jamais de conseils légaux, ce n'est pas dans notre mandat et ce n'est pas permis. C'était pour Gabriel, en fait, que je l'ai mis en gros, pour qu'il soit vraiment content. On va aussi avoir un rôle de référence, donc on va référer les gens vers d'autres ressources quand on sent que c'est nécessaire, donc avocats, organismes, conseillers en immigration, etc. La particularité qui est vraiment propre à nous, c'est notre possibilité de faire la liaison avec Immigration Canada. Donc, on a un accès privilégié aux parlementaires à Immigration Canada, donc ça, c'est très, très utile. On a aussi un accès direct au ministre, donc encore une fois, ça peut être nécessaire parfois, dans certains cas, de demander une intervention ministérielle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que il n'y a pas vraiment moyen d'avoir autrement là, que par le bureau du député. Pour ce qui est du programme comme tel, de permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, nous, on a vécu, dans notre équipe, on a vécu le avant et le maintenant. Là. Donc, au départ, quand le programme a été créé, quand il a été mis en place, on était vraiment, vraiment contents parce qu'il y avait juste rien avant. Donc, c'était vraiment... pour nous, c'était vraiment une ressource de plus qu'on voyait. C'est sûr que on a quand même été déçus aussi par la suite, là, quand on s'est rendu compte des limites du programme. Donc, évidemment, il y a des choses qui ont été mentionnées plutôt aujourd'hui, le fardeau de la preuve qui est extrêmement élevé et qui repose sur le travailleur. Nous, c'est quelque chose qu'on a découvert en travaillant sur des cas. On avait un refus, puis là, on parlait avec la ligne des députés pour savoir qu'est-ce qui a mené au refus. Puis là, on nous disait, il n'y a pas assez de preuves, il y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de rapport de police, il n'y a pas de... Mais tu sais, qui va aller faire une plainte à la police contre son employeur? Je veux dire, personne fait ça, là,
c'est pas réaliste, où il y a pas de photos, il y a pas de vidéos, encore là, tu sais, ça a été mentionné plus tôt ce matin. Récolter ce genre de preuves-là, ça met la personne en danger. Donc, c'est rare qu'on va avoir des dossiers qui vont être aussi fournis en termes de preuves documentaires, où il y a des situations d'abus qui ne laissent carrément pas de traces, donc qui sont pas possibles de documenter tout simplement, mais qui sont pas moins des abus pour ça. Il y a aussi la question des délais, qui est un autre problème là, dans le programme. La promesse, on voit souvent ça avec Immigration Canada, là, ils vont promettre un délai, puis après ça, ils sont pas capables de le respecter. Donc, tu sais, premier contact en 5 jours avec la personne, traitement du dossier en 2 semaines, bon, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on le sait que c'est pas du tout ce qui se passe, là. Je veux dire, on parle des fois de des mois et des mois d'attente pour avoir le document ou pour avoir un refus. Ce qui laisse la personne dans une situation, tu sais, la personne a 2 choix. Soit elle quitte et elle est sans ressources, ou bien elle reste dans la situation d'abus avec l'employeur. Donc, ça, c'est pas 2 options. Il y a aucune bonne option là-dedans. Une autre chose aussi, c'est que même une fois que le permis est accordé, ça peut être un cul-de-sac parce que le permis de séjour temporaire, c'est pas un statut qui est considéré régulier. Puis bon, il est pas renouvelable. Donc, l'accès après, puis comme aussi, je pense que c'est Daniel qui l'a mentionné tantôt, les gens sont poussés à retourner vers un autre permis fermé avec un autre employeur, ce qui est pas du tout nécessairement évident pour la personne de faire cette démarche-là après un trauma, de dire « Ah, ben je vais replonger dans la même situation ». Je veux dire, les gens qu'on accompagne souvent souhaitent pas du tout prendre cette voie-là. Mais s'ils passent pas par la case permis fermé à nouveau, ben ils auront probablement jamais accès à la résidence permanente. Donc ça, c'est un autre problème. Sinon, le principal défi, ça c'était les problèmes que je viens de vous nommer. C'est ça. Les défis qu'on a dans ces cas-là, qui se retrouvent aussi là, dans d'autres types de dossiers, là, mais c'est souvent établir la confiance avec la personne. Parce que nous, évidemment, les gens nous voient avec raison comme des représentants du gouvernement. Ils peuvent venir de des pays où il y a juste une saine méfiance envers le gouvernement, donc déjà à la base, ils nous font pas confiance. Ou ils peuvent tout simplement penser qu'on travaille pour IRCC, donc encore là, ça va être plus difficile d'établir la confiance. Donc ça, c'est généralement la première chose qu'on va tenter de faire. L'autre chose aussi, c'est que les dossiers, étant donné qu'il y a des employeurs dans le dossier, il y a souvent aussi des avocats ou d'autres intervenants qui vont faire office d'intermédiaire, ben ça peut être un terrain miné pour nous parce que nous, notre priorité, c'est le travailleur. On a parfois des dossiers collectifs, mais c'est beaucoup plus rare, là. On parle généralement de dossiers individuels. Donc, notre priorité, c'est d'accompagner ce travailleur-là spécifiquement, puis on veut pas... c'est lui, dans le fond, lui ou elle qui va décider jusqu'où on va aller, puis quelles actions on va prendre. Donc, tu sais, si on sait qu'il y a un avocat dans le dossier qui est au courant des abus, puis qui participe à les maintenir, ben là, ça va compliquer beaucoup la relation. Puis tu sais, on veut pas casser le lien, mais on veut pas l'aider non plus. Donc ça peut être très délicat. Oui, ok. Ben c'est ça. En fait, bon, comme je mentionnais, nous notre priorité c'est d'aider le travailleur comme tel. Donc si les collègues, par exemple, veulent pas témoigner, veulent pas dénoncer, on va pas plus loin, on va vraiment comme se centrer sur la personne qui est elle-même, c'est elle qui va mener la barque finalement. Pour ce qui est de comment je perçois l'avenir de ce programme-là et de cette politique-là, ben évidemment, il faut se questionner sur comment on peut l'améliorer, mais aussi, comme ça a été dit, là, comment on peut... est-ce que c'est vraiment nécessaire si on sait que le problème vient du fait qu'il y a des permis fermés?
le problème est peut-être là. Donc, encore une fois, je répète ce qui a été dit, mais c'est vraiment ça, finalement, le cœur du problème, c'est l'existence des permis de travail fermés. Donc, merci. Merci beaucoup, Mme Boucher. Alors, je donne maintenant la parole à Maxime Thibault-Leplan du RATMAC. Oui, merci. Donc, le RATMAC a pour mission la défense des droits et des intérêts des travailleurs migrants agricoles et de la transformation alimentaire au Québec. On offre des services, notamment un service d'information à travers plusieurs bureaux au Québec concernant les normes du travail, la santé et la sécurité au travail. On fait un accueil à l'aéroport de Montréal pour les travailleurs migrants agricoles où on leur remet des informations sur leurs droits. On fait du soutien juridique dans les démarches auprès des tribunaux, de la CNESST. On a des activités de représentation politique, participation à des campagnes et des recherches, des activités de francisation aussi. Et depuis peu, on offre un service d'hébergement d'urgence aussi pour travailleurs migrants temporaires en situation précaire. Pour les cas d'abus qu'on rencontre, que ce soit des cas d'abus, que ce soit financiers, sexuels, psychologiques ou autres, on va accompagner d'abord les travailleurs dans des dépôts de plainte, bien sûr, à la CNESST, mais aussi au besoin pour le dépôt de réclamation de travailleurs après un accident, les demandes de révision, les contestations aux tribunaux en cas de refus, etc. Et bien sûr, pour certains cas, on va proposer de soutenir la personne dans une demande de permis de travail ouvert, travailleur vulnérable. Jusqu'à maintenant, on a un taux de 86% de réussite pour ces demandes-là. Toujours en agricole et en transformation, mais ça nous arrive aussi d'appuyer des travailleurs d'autres secteurs en petit nombre. Et dans la moitié des cas, il y a de la violence psychologique. Dans presque tous les cas, il y a de la violence psychologique. Dans au moins la moitié, il y a de la violence économique. Et dans à peu près le tiers, il y a aussi de la violence physique. Il y a quelques cas aussi, bien sûr, de violence sexuelle et de représailles. Nous, dans le fond, les contacts avec les travailleurs et travailleuses, les premiers contacts sont de plusieurs manières. On a les gens qui nous connaissent grâce à l'aéroport, qui ont un numéro de téléphone ou une de nos lignes WhatsApp qui peuvent nous contacter. Des fois, ils vont être référés par des collègues, un organisme qu'ils connaissent, ou même des gens du public qui vont constater des abus sur des fermes et qui vont nous avertir de la situation. Parfois, le travailleur va être toujours en emploi quand il va nous contacter. Parfois, il va déjà avoir été congédié. Puis c'est déjà arrivé aussi, par exemple, qu'un travailleur nous contacte alors qu'il est déjà à l'aéroport, qu'il est prêt à être envoyé chez lui, et qu'on va le chercher puis on le sorte, on récupère son vol. Ensuite, la décision que nos intervenants doivent faire d'aller ou pas de l'avant avec une demande de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, c'est pris au cas par cas, selon la situation de chaque travailleur, les types et la gravité des abus qu'ils vivent, aussi ce qu'ils veulent, puis s'ils répondent aux conditions du programme, notamment à être au pays pendant la demande et avoir un permis de travail encore valide. On doit aussi garder, comme Daniel l'a dit, que ça peut être pour nous jusqu'à 20 à 30 heures juste pour déposer une demande avec un travailleur, puis que ça demande aussi un accompagnement, je vais parler de ça, parfois qui va au niveau de l'hébergement, de la santé, donc beaucoup de suivi, beaucoup de travail qui ne doit pas être pris à la légère lorsqu'on va faire la demande avec le travailleur. Il y a des cas, là, les abus sexuels, la violence, on ne va pas hésiter, la plupart du temps, on va déposer des demandes si les travailleurs le souhaitent, de PTO. Mais, par exemple, des cas de violence économique, ça se pourrait qu'une solution soit davantage d'aller seulement en normes du travail. Au niveau de notre soutien, nous, à cause que, comme on l'a vu, le permis de travail ouvert constitue un cul-de-sac d'une certaine manière qui doit mener à un autre permis fermé, en considérant aussi les délais, les problématiques financières et de logement qui viennent avec cette démarche-là pour le travailleur. On observe que l'option du permis ouvert, c'est pas toujours nécessairement la meilleure option pour un travailleur qui souhaite quitter son lieu de travail abusif, tout en souhaitant continuer à participer au programme dans les années qui viennent. Par exemple, il y a des travailleurs qui vont souhaiter revenir dans leur famille pendant qu'on dépose les plaintes au nom du travail, qu'on suit les recours, puis qu'on s'assure de son manière, par exemple en médiation, que le travailleur va pouvoir être réembauché l'année qui vient. Par exemple, en évitant la non-recommandation de ce travailleur-là dans différentes instances. C'est différent pour Mexico et Guatemala, mais bon, je n'entrerai pas dans les détails. Les défis que ces travailleurs-là
vivent avant, pendant, après. On en a parlé, le rapport en fait état très bien, les défis sur l'inaccessibilité, les défis au niveau de la santé mentale, les expériences traumatisantes, la santé physique. Mais ce qu'on voit, puis Eugénie en parle aussi, c'est que dans le contexte où il n'y a aucune prise en charge directe de ces titulaires-là de permis par l'État, il y a un défi qui est que dans la perte de certaines caractéristiques du programme, comme l'hébergement fourni par l'employeur, même parfois la prise en charge d'une question administrative de santé qui retombe sur le travailleur, c'est dans le fond comme si le travailleur doit se projeter dans une nouvelle démarche migratoire complètement différente de celle pour laquelle il était venu au départ. C'est-à-dire que là, il va devoir trouver un logement à un prix du marché, par exemple. Il va devoir trouver un emploi temporaire ou un emploi, si possible, avec l'IMT pour la suite. Il va devoir reconstituer un réseau social, apprendre le français, etc. Donc, c'est pas le cas ou c'est pas le projet dans lequel ils se sont embarqués nécessairement d'emblée. Donc, on voit que dans les conditions actuelles où ces démarches, dans le fond, sont la responsabilité du travailleur, qu'il n'y a pas de prise en charge par l'État, c'est pas évident que ce soit la meilleure option pour la plupart des travailleurs victimes de violence qui peuvent se retrouver dans un piège un peu de cette manière-là. Pour que ça fonctionne, ça demande énormément d'accompagnement d'organismes comme le nôtre sur le terrain pour intégrer ces personnes-là, leur trouver des solutions. Il y a plusieurs profils de travailleurs pour qui le recours au programme est intéressant, plus ou moins. Il y a un peu, de certaine manière, le profil idéal qui est celui qui est déjà francophone, qui est éduqué, qui a une certaine autonomie, un certain capital, qui va pouvoir se replacer, peut-être même dans un domaine, grâce au permis ouvert, qui lui convient mieux. Une sorte de partielle, une transition vers autre chose. Il y a aussi, bien sûr, celui qui, ils sont tous victimes d'abus, mais un qui veut continuer à travailler ici, à rester ici, en cherchant un nouvel emploi avec l'IMT, qui a investi de l'argent, qui s'est endetté. Donc, ça va être une transition vers une autre ferme, mais ça va être un peu plus de défi pour cette personne-là. Mais on a aussi des exemples, par exemple, des travailleurs accidentés qui n'ont pas d'autre statut possible s'ils veulent rester puis avoir des soins requis ici. Mais on a des travailleurs qui vont demander ce permis-là. Ils ont été abusés, mais ça va leur permettre d'avoir des soins qui ont droit ici. Ou bien, par exemple, un travailleur de la transformation qui s'est inscrit déjà dans une démarche de résidence permanente et qui, grâce à ce programme-là, a pu se replacer rapidement dans le même secteur pour continuer ses démarches, pour continuer à accumuler les mois nécessaires pour la démarche. C'est ça. L'accompagnement qu'on offre après l'obtention du permis, ça dépend vraiment du travailleur, de la travailleuse, de ses capacités, de son autonomie. Ça peut aller jusqu'à une prise en charge complète. Je vais parler de la maison d'hébergement. Mais je pense qu'on se pose aussi des questions. Nous, on est un organisme de défense de droits. On informe, on sensibilise les travailleurs sur leurs droits, on les accompagne juridiquement. On n'est pas théoriquement un organisme d'employabilité ou de soutien à l'intégration financé par l'UNIFI pour ça. Donc, je pense qu'on se questionne constamment sur la limite de notre accompagnement qu'on peut offrir après l'obtention d'un permis de travail ouvert. La maison d'hébergement, c'est un projet qu'on a en ce moment, une prise en charge complète qui offre un lieu de vie sur la rive sud de Montréal, gratuitement, pour les titulaires, les gens qui avaient un permis de travail fermé, mais qui ont toujours un statut la plupart du temps, donc le permis est toujours valide, ou ils ont un visa ou un AVE valide. C'est des gens qui ont vécu des abus, qui sont particulièrement vulnérables, qui n'ont pas d'amis ou pas de ressources, donc on va décider de leur offrir cette possibilité-là. Puis on va les accompagner dans la demande de PTO, dans la demande d'assurance emploi, donner des ateliers de français, soutien à la recherche d'emploi, donc rédaction de CV, etc., jusqu'à temps qu'il ait obtenu un emploi ou un logement qui lui convienne. Mais on observe donc que ça peut créer une sorte de dépendance où, après avoir subi des abus graves, il se ramasse dans une situation où on offre une prise en charge complète, puis face à la réalité du programme de l'État qui n'offre pas de soutien pour les titulaires de permis ouverts, ils vont avoir de la difficulté à quitter puis à se retrouver une autonomie qu'ils n'avaient pas prévue au départ.
pour sortir de l'hébergement, pour se placer avec le permis ouvert. Est-ce que j'ai dépassé? Il reste 30 secondes. Ok, dernier truc que je voulais dire, c'est que on voit que les besoins d'accompagnement qu'on rencontre, là, qui sont nécessaires à cause qu'il n'y a pas de prise en charge pour les titulaires de permis ouverts, je pense que ça nous montre à la fois que ça nous montre un peu les vulnérabilités et les défis aussi que les travailleurs pourraient vivre si on a des permis sectoriels, par exemple, qui sont en l'absence de prise en charge, ou même, j'aurais d'autres choses à dire, mais... Il y aura peut-être l'occasion de les mentionner sur vos questions. Alors, je vous remercie infiniment à vous quatre. Nous disposons d'encore environ 15 minutes pour continuer à explorer ce sujet à travers vos questions. Alors, si vous avez des questionnements, des commentaires. Oui, Eugénie. Moi, je voulais entendre la fin de... Les syndicats, tu veux j'en parle, j'avais trop de trucs à dire, là, mais je peux en parler. Mais... Fait que je continue? Oui, bon. Autorisé. Ben, ce que j'allais dire, c'est, c'est ça, le type d'accompagnement qu'on offre, ça nous montre qu'en l'absence de prise en charge, il y a des vulnérabilités et des défis, par exemple, dans un plan de permis sectoriel qui vont faire face. En ce moment, l'applicabilité du programme, en réalité, est complètement déléguée à des organismes comme le nôtre pour les populations et travailleurs les plus vulnérables, alors qu'on n'est pas financé pour cette mission-là directement. On a besoin de plus de support dans notre soutien pour ces demandes-là, support financier. C'est une recommandation du rapport, c'est aussi un peu reflété dans le rapport du CIM qui vient de sortir, notamment. Et puis, je pense qu'aussi, comme organisme de défense de droits, comme militant, il faut garder en tête que il y a toute une autre série de facteurs de vulnérabilité qui sont aussi mentionnés dans le rapport, qui ne vont pas nécessairement disparaître avec un permis sectoriel ou même avec un permis ouvert. C'est-à-dire que ça va être quand même des populations où il y a des vulnérabilités comme le fait d'être logé dans un endroit désigné par l'employeur, d'être dans des régions isolées, un travail plus à risque, la barrière de la langue, pas de littératie juridique, mais pas de littératie court des fois, la peur de perdre leur emploi alors que ce sont endettés, qui ont un contexte de dépendance par rapport à la famille, peur de représailles, risque d'extorsion, tout ça, c'est des trucs qui sont pas nécessairement juste liés au permis fermé. Il faut l'abolition du permis fermé, mais il faut avoir en tête, je pense, comme militant, comme organisme, qu'on a d'autres batailles à mener, puis j'ai des idées comment, mais non, je vais dire ça. Oui, Daniel? Oui, j'aurais une question. Maxime, tu as évoqué ça, puis Claudine peut-être aussi, parce que dans l'expérience du Migrant Worker Center, c'était que oui, il faut bien choisir les dossiers, parce que malheureusement, le programme peut devenir un outil de surveillance. Et il y a des gens qui ont été victimes d'expulsion, en tout cas dans les dossiers du Migrant Worker Center au début. Parce que dans leur trajectoire migratoire, ils avaient des bouts de leur parcours qui étaient susceptibles de sanctions. Donc, finalement, le Migrant Worker Center choisit ces dossiers avec beaucoup de soins. Et parfois, ils disent à un migrant, mais malheureusement, on ne peut pas faire la demande pour toi, c'est trop risqué. Donc ça, c'est une question que j'avais. Puis l'autre, c'est toute l'intersection entre le droit provincial et les programmes fédéraux. Je me souviens d'Adèle Fecteau qui m'avait raconté qu'au début, quand elle faisait des demandes, elle mobilisait beaucoup les droits et les normes du travail du Québec. Mais que ça ne fonctionnait pas très bien, parce que le fédéral, ça ne relève pas d'eux. Mais donc, comment, vous mentionnez un peu l'intersection CNSST versus PTO, est-ce qu'avoir eu un PTO pour la CNSST, c'est positif? C'est comme une reconnaissance d'une instance étatique fédérale? Ou est-ce que ça ne compte pas? Et vice-versa, est-ce que d'avoir déposé des plaintes à la CNSST, c'est positif dans un dossier PTO? Ça, c'est... Qui veut prendre la parole? L'Étienne. Choix des dossiers, ben ouais, je l'ai dit, je pense que c'est une décision qu'on ne prend pas à la légère. Il faut qu'il y ait une série de conditions, il faut qu'il répondent aux conditions du programme, il faut qu'on sache qu'il y a déjà des preuves disponibles.
Il faut qu'on pense que c'est la meilleure option pour cette personne-là, c'est ce qu'il souhaite. C'est pas toujours le cas. Qui va se retrouver dans une situation complètement nouvelle, comme je dis, en permis ouvert. Donc, c'est ça. Ensuite, fédéral, provincial, ça peut-être ça serait plus mes collègues plus dans le juridique qui pourraient répondre, mais pour cette question-là, par rapport aux normes, mais je sais qu'on utilise par exemple, quand on soutient les travailleurs des secteurs syndiqués dans la transformation, on va pouvoir utiliser les griefs, c'est-à-dire qu'il y a des griefs de déposer, tout ça, comme pour ajouter aux preuves. Mais je ne sais pas si... Marielle? Allô, Marielle, intervenante juridique pour le rendement. C'est sûr que l'interaction entre le provincial et le fédéral, bon, c'est sûr que si on a déjà déposé des plaintes à la CNSST, ça constitue une preuve additionnelle pour le même travailleur vulnérable, sans que le dossier ait été réglé, parce qu'on comprend que la majorité des dossiers qu'on a ont un critère en médiation, donc qui ne vont pas en enquête devant le tribunal, donc il n'y a pas vraiment une admission des faits en tant que d'autres de l'employeur ou du travailleur. Donc c'est sûr que ça constitue une preuve. Bon, il y a des démarches qui ont été entreprises, et comme une pointe à la police, une preuve additionnelle que le travailleur fait des démarches pour dénoncer ces abus-là. Mais c'est ça, au niveau du provincial, on n'a pas vraiment de difficulté à faire reconnaître les abus. T'sais, on s'entend que quand c'est du harcèlement psychologique, ça va établir la version des faits, c'est un petit peu la même chose qu'on va faire qu'avec un PPTV, il faut qu'on écoute la version des faits du travailleur. Puis c'est dommage, mais ça vient un peu aussi à la crédibilité du travailleur. Est-ce que son récit semble cohérent? Parce qu'en tant qu'organisme, on n'a pas le choix de choisir nos batailles aussi. On ne peut pas prendre l'ensemble des demandes qui nous sont présentées. Donc, dès qu'on va voir un travailleur qui semble avoir un petit peu de preuves, qui appuie son récit, bon, ok, on a des enregistrements, des messages textes, des choses comme ça. Mais après ça, la majorité des dossiers vont se régler en médiation avant qu'on aille aller plus loin devant un tribunal, mettons, en enquête. Mais moi, ce qui vient au niveau de la CNSST, c'est que si, indépendamment de la peine qui est déposée, si ça va en enquête, puis que l'enquête tranche en faveur du travailleur, ben le travailleur, à ce moment-là, va avoir un avocat qui est fourni par la CNSST. Donc, il n'y a pas besoin d'engendrer des frais, contrairement à l'employeur qui va devoir se défendre avec avoir répondu la preuve à ce moment-là. Donc, je dis à peu près ça. Au niveau de la CNSST, on a moins de barrières un peu pour le dépôt de plainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait ajouter? Peut-être juste une chose, parce que je trouve ça intéressant la question du choix des dossiers, parce que dans notre cas à nous, c'est sûr qu'on prend tous les dossiers là, qui répondent aux critères territoriaux là, de la circonscription. Mais généralement, c'est rare une situation où on va avoir un travailleur qui va arriver, qui va dire « je veux demander un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables ». Premièrement, parce que souvent, ils savent pas que ça existe. Puis même ceux qui connaissent l'existence du programme, généralement, c'est l'option qu'ils veulent pas prendre. Il y en a beaucoup qui, au contraire, préféreraient plutôt demeurer sur le permis fermé parce qu'il y a quand même des avantages reliés à ça. Donc, nous, généralement, ça va être plus de les convaincre du bien fondé là, de cette option-là quand on juge que c'est vraiment la meilleure option pour la personne ou quand la personne a juste aucune idée de comment se sortir de sa situation. Là. Mais donc, c'est ça, c'est souvent des travailleurs qui veulent au contraire rester dans la situation d'abus pour éventuellement avoir accumulé leur fameux 24 mois et être accessible au PEC et admissible au PEC et tout ça. Là. Donc, voilà, c'est ce que... Quand vous disiez des avantages qu'ils perçoivent, c'est ces avantages-là? Oui, bien c'est ça. Il y a l'accès à la résidence permanente qui est comme plus facile. Il y a la couverture médicale, il y a le permis de la conjointe qui est relié au permis fermé, il y a les permis d'études des enfants. Donc, c'est comme tout ça qui est pris en compte. Puis aussi juste le fait de, comme ça a été très bien mentionné, de repartir. C'est un nouveau projet. Là. Tu changes de programme. Le projet d'immigration, c'est plus le même. Là. C'est autre chose. Donc, souvent, les gens, ils n'ont pas l'énergie là, de se relancer dans une nouvelle démarche comme ça après, des fois, des années. Là. Merci. Il y a 2 demandes de prise de parole derrière, tout d'abord, puis ensuite, M. ici. Oui, merci. Je voulais déjà vous remercier pour le travail que vous faites parce qu'on sait à quel point vous êtes les répondants directs des personnes en
situation d'immigration et vulnérable dans ce cas-ci aujourd'hui. Ma question est peut-être un peu décalée par rapport au reste des propos, mais tout à l'heure dans le rapport qui nous a été présenté, ça a bien été démontré que les travailleurs temporaires avec ce permis-là n'avaient aucune ressource en fait définie à leur disposition une fois le processus terminé. Et moi je me posais la question, est-ce que vous, qui côtoyez ces personnes-là, avez des ressources aussi pour vous aider peut-être dans des interactions ou pour des fois ventiler après? Puis Daniel a dit tout à l'heure dans sa question qu'il y en avait certains qui avaient été expulsés du pays. Ça peut peut-être pu arriver également dans votre cas à la suite du processus que vous avez vu avec eux, puis finalement ils sont expulsés. Donc je me demandais finalement quel était le soutien que vous receviez, vous. Mais je dirais que de notre côté, nous, on a quand même des ressources. Je dirais que c'est jamais facile d'accompagner comme un travailleur dans des situations pareilles, mais avec Immigrants Québec, on a accès à un fonds d'urgence. Ça, je l'ai utilisé, c'est juste suffisant de remplir comme un formulaire en ligne. Il y a comme des conditions, comme Fernand disait avant, à respecter, mais c'est pas long, c'est juste 3 mois, mais ils vont payer comme une partie du loyer, une partie pour les aliments, des frais de transport. C'est pas parfait, mais c'est quand même une bonne ressource. Je dirais, ça commence, je pense, avec, c'est pas les 100% du loyer, mais c'est peut-être les 80% et après ça descend. C'est pareil pour les aliments et les transports. Mais je dirais que quand même ça reste une bonne ressource si on n'a pas comme d'autres options. Sinon, on a aussi, comme Fernand mentionnait avant, les CAF là, pour les soutiens psychologiques et physiques aussi si on a besoin. C'est des psychologues, des infirmiers, des médecins. C'est les travailleurs juste avec la ligne WhatsApp pour comme, faire un appel, envoyer un message. Il y a comme une ligne d'écoute avec la psychologue. J'ai accompagné aussi un travailleur là-dedans. C'est bien fait. Ça aussi, c'est pas parfait, mais c'est un bon outil peut-être pour passer une phase de transition. S'il y a aussi des problèmes de santé physique, il y a des médecins qui vont accompagner les travailleurs à travers comme un appel WhatsApp. Si ce n'est pas le cas, nous, on peut les accompagner à se voir un médecin en présentiel, aux urgences, ou prendre un rendez-vous. Je dirais oui, des ressources, on en a, mais oui, c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais je dirais qu'on a quelques ressources. Merci. Il nous reste à peine 2 minutes pour respecter le temps réservé à cette activité. Si on reste dans cette perspective-là, je vais donner la parole à monsieur qui avait demandé la parole. Merci. Merci à vous pour la discussion, pour le travail. Merci beaucoup pour le travail. Dans le fond, ma question, c'est l'accueil que vous avez mentionné post-attention avec les travailleurs pour les personnes vulnérables. Veut qu'il y ait une formule qu'on peut généraliser pour s'adapter à les besoins de tout le monde. Ce n'est pas une blanket solution qui existe là, selon votre expérience. Il y a trop de défis, mais qu'est-ce qu'on peut prioriser alors? Parce que, tu sais, on arrive à un point où on dit le mieux qu'on peut faire, c'est un permis de travail ouvert. Mais là, on dit qu'il y a même des limitations. À la limite, de dire on donne automatiquement la citoyenneté à des personnes dans ce cas où on efface les frontières. Qu'est-ce qu'on devrait prioriser pour essayer de s'approcher à que cette condition envers le permis de travail ouvert fonctionne? Donc, c'est clair. C'est là. Merci. C'est ma question. Mais c'est ça, il y a différentes avenues. Bien sûr, Eugénie l'a dit, l'accès à la résidence permanente, ça va éliminer certains facteurs de vulnérabilité, la possibilité de faire venir sa famille pour ces travailleurs-là, donc des voies d'accès claires dès le départ. Il y a aussi les solutions, par exemple, que Eugénie propose sur une prise en charge de l'État, de ces secteurs-là, de ces emplois-là pour favoriser des meilleures conditions de travail, des solutions d'attraction qui rendent ces emplois-là plus sécuritaires, plus mieux rémunérés, qui se ramassent moins dans des situations précaires comme ça.
il y a plein de choses dans le rapport du CIM, plus d'inspections sur les travails, des sanctions plus sévères, tout ça. Mais ensuite, moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, au-delà du législatif comme ça, le syndicalisme, puis les luttes pour les droits collectifs des travailleurs et travailleuses, pour la négociation collective, pour le droit à la négociation collective, pour améliorer leurs conditions de vie, de travail. Aussi même par la solidarité ouvrière internationale pour que ces personnes puissent vivre avec dignité et avec des salaires décents où qu'ils le souhaitent. Donc, puis on est impliqué dans certains. On a fait une conférence l'an passé qu'on a été des alliés, des groupes alliés du Mexique, du Guatemala, qui nous parlent des situations dans leur pays, des luttes aussi, qu'on peut construire ensemble pour un travail décent partout. Merci, Maxime. Ce sera les paroles de fin pour cette table ronde. En fait, merci à vous quatre. Merci énormément.